Alturas de Machu Picchu, le titre de cette expo présentée à la Galerie octogonale du CCA, reprend le titre de la deuxième partie du Canto général de Pablo Neruda, un poème écrit en 1945 en espagnol qui, à travers un long voyage en Amérique latine, s'arrête pour décrire le site archéologique. Le titre fait aussi référence à l'objet principal de cette exposition. Il s'agit du site archéologique de Machu Picchu qui est portraité à travers la contribution de deux auteurs. Martin Chambi, un photographe péruvien qui est inclus dans la collection du CCA, et Álvaro Siza, un architecte portugais qui a visité le site en 1995 et dont on présente une sélection de ses croquis. L'intention de cette expo est de visiter comment deux auteurs tellement différents ont utilisé les outils de représentation pour construire deux réalités, deux histoires. Dans le cas de Martin Chambi, un photographe d'origine quechua qui travaille à Cusco, au Pérou, entre le début du XXe siècle et 1950, il s'agit d'une construction quasiment politique, d'une identité locale, une identité native indienne, opposée à l'identité qui avait été portée par les colonisateurs espagnols avant et après par les archéologues américains qui avaient découvert le site. Et dans le cas de Álvaro Siza, il s'agit plutôt d'un outil de travail de repensée constante de son exploration d'architecte. Donc nous avons voulu mettre en dialogue ces deux matériels tellement différents, un matériel, les photographies du site archéologique qui sont dans la collection du CCA, et les croquis de Siza qui viennent au contraire d'un prêt qui nous était gentiment offert de la part de l'architecte directement. L'exposition donc se compose de ces deux matériaux. Nous avons voulu ouvrir l'exposition avec trois autoportraits de trois personnages différents qui nous permettent vraiment de marquer l'idée que même une représentation, comment dire, qu'on imagine comme objective a toujours une intention subjective. Donc il s'agit d'un portrait photographique qu'on peut voir dans cette image qui provient de la collection de la Yale University de Hiram Bingham, l'archéologue nord-américain qui avait découvert, en réalité il avait été accompagné sur le site par des indios locaux, le site de Machu Picchu. On le voit portraité dans une pose assez indicative de son attitude, donc un très beau costume colonial en train de regarder la labeur d'un travailleur qui dépioche le site. Tandis que les autres deux images sont deux autoportraits, donc qui nous permettent vraiment d'affirmer cette idée de la représentation comme une construction personnelle. Un autoportrait de Martin Chambi lui-même qui se met en pose en face du site archéologique avec cette même posture très forte, très orgueilleuse de sa présence dans le paysage. Donc c'est une manière encore plus évidente de se réapproprier d'une identité locale à travers l'image. Et l'autre autoportrait, qui fait partie donc de la sélection de croquis qui sont présentés dans l'expo, est une image de Siza lui-même en volant sur le site archéologique. Il y a une petite notation ironique qui fait beaucoup partie du répertoire, comment dire, intellectuel de Siza, où il décrit le fait de pouvoir voler sur le site à cause de ses mains qui ont gonflé, et nous savons parce que les moustiques l'ont piqué. Donc avec ces trois portraits, nous ouvrons l'expo en donnant une clé de lecture aux visiteurs. Ce que nous trouvons à l'intérieur de l'expo sont effectivement deux matériaux qui se confrontent dans les deux parties de la galerie. En rentrant, on a en face à soi une sélection complète de tous les croquis que Álvaro Siza réalise à Machu Picchu, qui sont ordonnés de façon chronologique, du premier croquis jusqu'au dernier. Et en rentrant avec, disons, la perception périphérique de nos yeux, nous voyons une série d'images qui sont 10 images sélectionnées à partir des 37 que nous possédons de ce travail sur le site de Machu Picchu et qui fonctionne donc en même temps comme un outil de confirmation de la réalité. Il démontre que Siza effectivement a fait des croquis à partir du réel, à partir du site, mais à travers un travail très fin d'identification, de cadrage de l'image de la part du photographe de Chambi, nous commençons à ressentir comme dans sa construction de l'image, il ne s'agit pas d'une illustration touristique et pictoresque du site, mais au contraire, il y a une attention très fine et très attentive à la manière avec laquelle le lieu est construit, avec la capacité tectonique très élégante et très raffinée des Incas. Toute la construction de Machu Picchu est faite sans utilisation d'aucune substance qui connecte les pierres, c'est une construction à sec. Et en général, la construction Inca la plus précieuse est celle qui est faite à sec. Une construction qui permet de résister au tremblement de terre. Nous savons que Chambi décide d'arrêter la photographie en 1950 à cause du traumatisme qu'il a expérimenté après le tremblement de terre de Cusco. En 1995, Siza voyage au Pérou. Il est accompagné par un architecte de son bureau, l'architecte González, et Andrea Sutigno, qui est la fille d'un ami à Siza, un autre architecte. Et il voyage au Pérou avec le but de connaître l'architecture tardo-baroque espagnole de la colonie, mais aussi les sites archéologiques principaux de la culture inca. Donc il ne s'agit pas d'un voyage professionnel,
même si à la suite de sa décision, l'Université de Lima lui offre un doctorat honoraire en architecture. Et il s'agit vraiment d'une chose que SIS a fait de temps en temps, de partir à la recherche d'une inspiration, pas nécessairement, comment dire, d'une précision de son travail d'architecte. SIS voyage avec un de ces cahiers que nous avons ici en original dans l'exposition, et que SIS n'utilise pas seulement comme lieu où annoter ou, disons, dessiner des croquis de voyage, mais c'est vraiment un lieu d'exploration intellectuelle où on retrouve des notes, des petits textes. Dans ce cas, il y a des textes qui font référence au voyage imminent, donc c'est la liste de vêtements qu'il va amener avec soi. C'est les notes de la conférence qu'il va donner à Lima en occasion de son doctorat. Et c'est aussi un endroit où SIS annote et précise les projets d'architecture qu'il est en train de développer. Donc c'est vraiment un outil de travail. SIS a, depuis avoir commencé cette pratique d'accumulation de croquis dans un lieu spécifique, dans un outil particulier, a accumulé plus de 600 cahiers qui sont archivés chez lui dans sa maison, et qui font vraiment partie d'une pratique quotidienne du dessin. Et on a toute une série chronologique selon la séquence qu'on retrouve dans le cahier des différents croquis qui ont été réalisés sur le site. Il est intéressant de savoir qu'en généralement, SIS, qui est très connu pour la qualité de ses dessins et a participé souvent à des expositions qui mettent en valeur ce travail, mais quasiment jamais ce genre d'exposition ont fait le choix que nous avons décidé de faire, de présenter tout un travail dans son corpus total. C'est en général des expositions qui sélectionnent les meilleurs croquis selon disons, la qualité de ces dessins. Donc on aurait 3 croquis de Rome, 2 croquis de Venise, des croquis de voyage en Asie, au Japon, en Corée, et quelques projets portugais. Dans ce cas-là, nous avons fait, en conversant avec l'architecte, une proposition d'établir dans leur totalité un corpus complet d'un seul lieu. Donc, dans ce cas, c'est le lieu de Machu Picchu. Il y a des autres croquis très beaux d'autres sites archéologiques au Pérou, Chan Chan en particulier. Mais nous avons voulu, comment dire, donner la possibilité aux visiteurs de comprendre quelle est la finesse de cet outil de travail pour SIS. SIS réalise des croquis territoriaux qui donnent, comment dire, cette capacité de sentir un lieu dans sa topographie et sa morphologie sur le territoire, mais aussi très souvent des croquis qui intègrent la personne humaine comme un élément qui donne une dimension au lieu, et des croquis plus proches, disons, la spécificité particulière des lieux. Dans ce cas-là en particulier, la chose qui intéressait SIS était comment les Incas avaient construit un territoire entier simplement en définissant les périmètres de la construction. Donc comment, à travers une utilisation du périmètre architectural avec des murs, des terrasses, des changements de niveau, des escaliers, on donne une signification profonde à un site. C'est un genre d'intérêt que SIS retrouve et construit au large de ses projets déjà dans les années 50. Ce qui se passe donc, c'est une attention à cette dimension plus vaste du lieu. Mais déjà, on commence à voir comment il y a une concentration, une focalisation sur les détails d'architecture, avec beaucoup d'intérêt pour la maçonnerie, pour la construction des murs. Et tout d'un coup, nous bousculons dans un autre lieu, parce que même en étant au Pérou, avec, on peut imaginer 35 degrés de chaleur, et un lieu assez humide, SIS se souvient qu'il est en train de développer ailleurs, en Suisse, dans ce cas-là, un projet architectural. Et donc, ce qu'il voit sur le site lui sert d'inspiration, lui sert d'outil d'exploration thématique dans son projet. Et donc, nous avons 2 croquis dans l'exposition qui permettent de comprendre comment SIS interprète cette thématique pour réaliser une tombe de famille en Suisse. Donc il y a en particulier une notation décorative qui est directement ressortie de l'architecture Inca qui va faire partie du projet. Le projet sera plus tard réalisé en Suisse en utilisant une pierre portugaise qui est donc taillée au Portugal et amenée en Suisse. Donc il y a vraiment ces transferts culturels très intéressants pour nous. On est au Pérou, on se souvient d'un projet, on a une flambée d'inspiration, donc on fait des dessins par rapport à un projet suisse qui sera plus tard réalisé par la suite avec une pierre portugaise. Donc il y a toujours ces allers-retours thématiques qui se retrouvent dans le travail de SIS. Nous avons ici un croquis très beau où on voit encore une fois le territoire, encore une fois cette intégration entre le construit et le naturel, mais en utilisant un cahier très pauvre avec un papier dans ces mêmes mots assez économique. Il s'avère que l'encre pénètre le papier, elle génère des taches sur la page suivante du cahier. SIS utilise toujours la page droite de son cahier, la page gauche est toujours laissée vierge et les croquis ne sont jamais retouchés. Mais dans ce cas-là, les taches d'encre permettent à SIS tout simplement de donner un titre au prochain dessin, un ciel étoilé sur Machu Picchu. Donc en faisant
une utilisation assez ironique de ce qu'il trouve sur la page. On commence à voir des croquis plus proches, disons des détails constructifs. Donc il y a toujours cette capacité de zoom, de rentrer dans le site très proche du détail, mais aussi de s'en ressortir, qui fait une référence avec la photographie. Cisa ne prend jamais des photographies lui-même sur le site, c'est toujours quelqu'un qui l'accompagne. Le croquis est le seul outil de travail qu'il met comme filtre entre lui et la réalité. Et nous étions intéressés de mettre en relation la photographie et le croquis parce que nous associons les deux avec une idée de processus automatique, quasiment surréaliste. Il n'y a pas vraiment un choix. Ce que le réel nous transmet arrive directement sur la feuille, que ce soit la feuille photographique ou que ce soit la feuille en papier. Mais en réalité, nous savons que par la définition du cadrage et dans le croquis, par la synthèse extrême des traits, on fait quand même une opération d'interprétation subjective. Donc on a des détails de maçonnerie de construction. On revient à une figure qui donne une sensation d'échelle. Dans ce cas-là, c'est des animaux, c'est des yamas qui se trouvent sur le site. S'ils sont très intéressés aux animaux, et très souvent il dessine des animaux, des chiens, des chèvres, des animaux, il a un commentaire assez beau qu'il faut faire les croquis rapidement avec les animaux parce qu'après 2 ou 3 minutes, ils se rendent compte qu'ils sont en train de dessiner et donc ils s'agitent. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une notation rapide. Et dans la partie terminale de ce croquis, nous voyons un en particulier qui me paraît assez symbolique de cet intérêt, c'est une espèce de synthèse, non? La figure, la vie, les éléments vivants dans l'architecture, mais aussi la construction. C'est un peu l'intérêt que Cisa mène à travers sa carrière. Et nous avons après une série assez précise de notations plus proches et plus fines sur la manière avec laquelle des fontaines sont construites sur le site, donc la manière avec laquelle l'eau est contrôlée sur le site de Machu Picchu et réalisée devient un outil de projet, devient un outil de contrôle du territoire et d'architecture, donc à travers cette série de dessins sur la façon avec laquelle l'eau est travaillée. Et même au point où nous avons des croquis où Cisa prend des mesures, prend des dimensions des éléments architecturaux. En général, il voyage toujours avec un mètre flexible pour prendre des mesurations assez fines des endroits. On redescend du site, donc ça c'est une vue en s'éloignant de Machu Picchu, en bus, donc le bus qu'il a pris auparavant avec une vision qui aussi démythifie la dimension archéologique. C'est un lieu de tourisme, il y a des toilettes, il y a des bus, il y a des gens. Pour en finir avec encore un revient de mémoire sur ce qu'il a vu, donc une espèce de résumé des méthodes de construction d'un endroit particulier. Donc c'est un intérieur où nous avons une notation précise. Comment la pierre est taillée, comment la pierre est construite, comment est réalisée le toit, la toiture. Et pour en terminer avec cette série, 2 personnes qui sont prises en arrivant. Toutes les notations sont amenées sur une étagère horizontale qui permet donc d'avoir des commentaires qui connectent les dessins avec une genre d'information. Donc nous terminons avec 3 images de Cisa assis dans le site en train de faire des croquis et une petite vidéo où on voit Cisa en train de faire un croquis. Ce vidéo a été fait en novembre dans son bureau. C'est un croquis de projet où Cisa est en train de détailler une croix en fer qui devrait être réalisée pour une église à Rennes. La sélection que nous avons faite en discutant avec Cisa est d'un projet majeur dans sa trajectoire d'architecte. Il s'agit d'un projet de logements sociaux à Évora, la capitale du sud d'Alentejo, qui en réalité devient un véritable nouveau quartier de la ville. Maintenant, il y a le 10% de la population de Évora habite ce quartier. Donc, il s'agit d'un processus très long de construction d'un fragment de ville qui a duré plus de 25 ans. Et par hasard, même sans le sachant, nous avons découvert que c'est la première fois que Cisa commence à utiliser les cahiers noirs pour les croquis et spécialement pour ce projet, en devant se transférer entre Porto et Évora, un voyage qu'à l'époque prenait entre 4 et 5 heures. Donc, dans le but de ne pas perdre l'information qu'il avait accumulée pendant les visites au site et les premiers développements du projet, Cisa décide d'utiliser cet outil. Et donc, ce que nous avons dans cette vitrine sont 6 croquis tirés des pages de quelques différents cahiers de Cisa. C'est des photocopies qui viennent directement du bureau de Cisa. Cisa fait ces croquis sur des cahiers, après sont refotocopiés, redistribués dans le bureau comme des outils de travail. C'est les choses que les collaborateurs ont sur leur table pour développer les projets. Avant, c'était fait à la main, maintenant c'est fait à l'ordinateur évidemment. Et nous commençons à tisser des liens avec le genre d'attitude qu'on retrouve sur Machu Picchu. Donc, une capacité de synthèse du territoire, donc des visions globales. Dans ce cas-là, c'est même des visions aériennes
nous savons que Sisa n'avait pas survolé sur le site, donc c'est une imagination époustouflante de capacité d'imaginer un territoire, occupation de ce territoire par une architecture qui mélange des éléments qui sont déjà présents sur les lieux, des tracés agricoles, des traces qui sont déposées par le temps, et le projet de logement social qui fonctionne véritablement comme une couverture qui va s'appuyer sur le territoire. Il faut savoir que Sisa est appelé par le maire communiste de l'époque, nous sommes déjà dans le Portugal démocratique, parce qu'il avait démontré à l'auparavant dans les années 74-75 une capacité de dialogue avec les populations pour réaliser de nouveaux projets de logement social. Donc il se passe que l'administration centrale portugaise veut fournir du logement social aux habitants du pays, mais ils proposent des logements sociaux qui ne sont pas à la taille du lieu et au goût des habitants, qui voudraient au contraire une urbanisation avec un impact mineur sur le territoire. Et donc Sisa est la personne idéale pour pouvoir devenir un agent de dialogue entre les habitants futurs et l'administration publique. Et au lieu d'imaginer des gros HLM, des gros logements sociaux en hauteur, qui était le modèle à la vogue dans l'Europe de l'époque, il propose cette urbanisation légère. Et pas seulement ça, c'est une urbanisation qui implique que les habitants, dans le temps, puissent modifier les logements. Donc il s'agit d'une structure très simple de maison avec une cour intérieure qui permettra une adaptation dans le temps. Donc il n'y a plus d'enfants de la famille, on peut créer une nouvelle pièce. Les parents sont vieux, donc il faut les accueillir à l'intérieur du sein de la famille, donc on peut modifier la structure. Donc c'est vraiment une idée d'un squelette urbain qui va, avec le temps, construire cette identité urbaine. Donc nous avons des croquis, en plus ou moins l'idée générale du site est déployée, des images de Sisa sur le site, mais aussi de Sisa dans la maison qu'il s'achète pour pouvoir loger chaque fois qu'il descend sur le site. Et c'est assez intéressant, cette mythologie un peu réactionnaire des architectes qui devaient vivre là où ils dessinent. Bon, c'est effectivement le cas de Sisa qui décide d'habiter exactement au milieu du quartier populaire qu'il va projeter pendant 25 ans. Nous avons une publication espagnole des années 2000 qui fait une très intéressante opération d'archéologie. C'est-à-dire le dessin marque toutes les différentes versions des projets et les choses qui ont été construites et pas construites. Donc c'est une archéologie du contemporain qui se met en relation effectivement avec l'archéologie de Machu Picchu. Et nous concluons cette table avec des images de 4 photographes majeurs de la photographie contemporaine auxquels nous avons demandé de nous fournir une image ou quelques images de leurs successifs voyages sur le site. Et donc pour nous, ça nous permet de retracer un lien avec les photographies de Ciambi. Autant Ciambi revient pendant au moins 30 ans sur les sites archéologiques péruviens pour construire ce patrimoine d'images sur la propre identité. Autant ces photographes sont revenus souvent sur Évora en suivant les processus. Donc nous avons ces 4 photographes. Jean-Luc Scholkopf, un photographe français actuellement basé à Lyon, qui est intéressé aux friches, aux lieux inhabités qui se trouvent aux marges du projet de Sisa. Donc c'est une espèce de entre terrain vague et lieu d'appropriation spontanée des habitants. Nous avons une photographie couleur magnifique de Giovanni Chiaramonte qui est plus intéressé à la construction du site. Donc c'est une image du site en construction. Nous voyons ces grands aqueducs que Sisa réalise pour porter tous les éléments techniques, l'eau, l'électricité, le gaz, qui sont vraiment la structure initiale d'occupation du site. Et la dernière image est une grande image panoramique qui résume beaucoup des éléments du site de la part de Gabriele Basilico. Donc ça, c'est l'idée aussi de laisser évidemment quelques pistes, quelques indications aux visiteurs, mais aussi à travers la force du matériel, à la force des images, permettre que ce soit les visiteurs mêmes qui commencent à reconnaître des éléments de familiarité, de singularité dans l'image qui peuvent être mis en relation. L'exposition se conclut dans une part terminale où nous révélons un peu quelques détails ultérieurs ou la règle du jeu. Donc il y a une image du site de Machu Picchu qui est encore dans notre collection. C'est un peu l'image stéréotype que nous avons du site qui fait partie quand même du travail de Ciambi. C'est une image qui est dans notre collection. Donc ça, c'est vraiment finalement une image de synthèse de ce que dans l'expo, on n'arrive pas vraiment très bien à percevoir parce que Ciambi vraiment décide de cadrer des détails de la construction du site. Et cette image est mise en relation avec un livre en 2 volumes qui a un rôle majeur, pas seulement pour Sisa, mais pour une bonne partie de l'architecture portugaise moderne. Il s'agit d'une recherche menée par les architectes portugais et aussi par une bonne partie des architectes portugais de gauche, entre guillemets, qui résistaient au régime militaire de Salazar.
recherche sur l'architecture spontanée, l'architecture portugaise, entre guillemets, pas officielle. Le Portugal est divisé en 9 aires géographiques. Chaque aire est explorée par des groupes de 3 architectes qui vont faire donc des dessins, des croquis, des interviews et des photographies pour donner visibilité à cette architecture spontanée. Et dans le cas de la région qui se trouve au nord de Porto, la région du Minho, qui est le fleuve qui sépare la frontière entre Galicie et Portugal, un des architectes qui mène cette recherche, cette mission de recherche est Fernando Távora, qui est l'architecte chez qui Cisa travaille comme jeune étudiant. Donc pendant que Távora est en train de voyager, et les voyages à l'époque n'étaient évidemment pas aussi rapides qu'aujourd'hui, dans le nord du Portugal pour cette recherche, Távora confie à Cisa la responsabilité de quelques projets dans son bureau. Donc le tout début de la carrière architecturale de Cisa se fait dans le bureau de Távora. Et pas seulement ça, mais tout le matériel qui est récupéré dans cette enquête sur l'architecture spontanée devient un matériel d'inspiration très forte pour une génération d'architectes au Portugal, 6 entre autres, qui essaie donc de créer une hybridation entre architecture moderne, Alvar Aalto, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, entre autres, et possibilités constructives locales. Il n'est pas possible d'avoir une architecture moderne dans un pays qui n'est pas aussi industrialisé que l'Allemagne, les États-Unis et la France. Il faut trouver un langage qui puisse utiliser les ressources locales, soit en termes de matériaux, soit en termes d'expertise de la main-d'œuvre. Et donc ce livre est vraiment un moment séminal de construction d'une identité de la modernité portugaise. Nous avons aussi une autre sélection de livres. Nous savons que Cisa voyage très léger, très banalement pour un problème d'hernie cervicale. Donc, porter des poids n'est pas possible. Donc, c'est toujours très peu de vêtements qui seront lavés dans les hôtels où il se loge. Il y a toute une fascination pour l'hôtel, pour cette vie un peu erratique, nomadique de la part de Cisa. Un seul cahier de croquis à la fois et des livres. Et pour avoir des livres plus légers, en général, c'est des livres de poésie. Donc nous voulons offrir à nos visiteurs la possibilité de passer quelques minutes en lisant de la poésie. Aussi parce que c'est vrai qu'on peut la lire un peu plus rapidement qu'un essai ou un roman. Donc il y a une sélection de livres en langue originale et en traduction de quelqu'un des poètes qui voyagent avec Cisa. Donc nous avons Kafkaïs, le poète grec, en grec, français, anglais. Et évidemment, puisque ça se déroule aussi à Machu Picchu, Tintin, le Temple du Soleil. Et la toute dernière notation qui vous fournit cette expo a à voir avec l'outil de travail de Cisa. Donc, les visiteurs sont invités à laisser leurs commentaires et dessins. En réalité, jusqu'à présent, nous faisons quasiment que des dessins, ce qui est assez positif, dans ce cahier qui est le même cahier que Cisa utilise. Donc, comme je disais, ce n'est pas un cahier monumental, c'est vraiment un outil très simple. Mais puisque Cisa travaille seulement avec un cahier à la fois, mais il ne reste plus de croquis de ceux qu'un cahier peut contenir, en général, le suivant cahier sont achetés sur les lieux. Et donc le cahier 400, qui est le cahier successif au 399, a cette couverture-là. C'est le seul cahier que Cisa trouve dans un magasin de Cusco. Donc il n'y a pas particulièrement de souci d'inclure un objet un peu plus kitsch, un peu plus, moins raffiné, moins minimal que ce cahier. Et c'est le cahier qui contient donc la succession de dessins qui font partie du voyage au Portugal. Donc on voulait clore cette séquence aussi en ramenant encore une fois, un peu comme au début de l'expo, cette notation un peu plus légère, ironique par rapport à l'outil, aussi pour démythifier un peu cette attention par rapport aux objets. Il s'agit vraiment d'objets de travail qui jouent un rôle dans le bureau de Cisa beaucoup moins monumental de ce qu'une expo comme celle-ci pourrait faire imaginer. Et il nous paraissait qu'en ayant cet dernier élément, on pouvait transmettre cette hypothèse.